Parce qu'il y a deux grandes modalités de production, si on réfléchit comme ça. La première, c'est celle de la civilisation artisanale. Celle dont j'ai parlé depuis le début de mon propos, en fait. C'est-à-dire, on tire de l'expérience des notions expérimentales, on élabore des jugements universels, et puis on les met en œuvre et on produit des objets. Par exemple, Stradivarius produit des violons extraordinaires, mais il n'a aucune idée de la structure moléculaire de ses vernis. Vous voyez, il ne connaît pas la chimie moderne, enfin, il sait faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est totalement ignorant, mais il tire de l'expérience un certain nombre de procédés permettant d'obtenir un résultat jugé utile. D'ailleurs, vous savez que la qualité des violons de Stradivarius tient à quelque chose d'assez frappant quand on s'interroge pourquoi ces violons ont une telle sonorité. D'abord, quand on les met dans une chambre sourde, c'est une chambre qui absorbe toute forme de réverbération, ils n'ont pas un meilleur son que le violon qui a été fait à la chaîne dans un pays asiatique, il était fabriqué comme ça. Encore qu'ils savent faire les violons maintenant. Là, je vous parle déjà du jeu à il y a 20 ans. Ils les apprennent vite. Et mais ils n'ont pas un meilleur son. Alors d'où vient la qualité de ce son? Alors déjà, il y a la pièce qui joue, la réverbération sonore. Dans telle ou telle pièce, le même violon n'a pas le même son. Mais ça, c'est la pièce, pas l'instrument. Alors qu'est-ce qui fait que dans une pièce équivalente, il a un son supérieur? Alors il y a plusieurs hypothèses. Le réglage, parce qu'un violon, il a une âme, c'est comme un corps, comme la chair. Il a une petite pièce au milieu qui tient en tension tous les éléments du violon. Donc si vous réglez mal l'âme, bon. Mais ça, c'est valable pour tous les violons, de Stradivarius ou pas, c'est pas l'explication. Alors peut-être la qualité des bois utilisés, ça c'est une explication. Il y a des bois qui ont une sonorité très singulière. Et Stradivarius savait choisir les bois Mais il y en a d'autres qui faisaient aussi bien que lui, ça. Pour ça, c'est pas l'explication non plus. Alors il reste l'ajustement des pièces. C'est tellement bien ajusté que le violon, évidemment, n'aura pas la même sonorité, il ne va pas vibrer tout à fait de la même manière. Mais non. En fait, l'explication, c'est les vernis qu'il utilisait. Il avait mis au point des vernis d'une qualité tellement extraordinaire qu'il sublimait en quelque sorte la qualité des bois, du montage, etc., pour produire cette sonorité absolument inégalée. Bon, mais vous voyez bien, donc il sait faire des vernis, mais là on est entre le 17 et le 18e siècle, début du 18e siècle, il ne connaît pas la structure moléculaire des vernis. Donc il sait faire, mais il ne sait pas comment il se fait que faisant ce qu'il fait, il obtient le résultat attendu. Je reprends. Il fait, parce que ça, c'est ça la production artistique. Je fais, mais je ne sais pas que, en faisant ce que je fais, je ne sais pas pourquoi, en faisant ce que je fais, j'obtiens le résultat attendu. Mais je sais faire quand même. Enfin, c'est comme la pédagogie. Les profs, c'est pareil. Un prof qui connaît son métier, il sait faire, mais il ne sait pas pourquoi, faisant ce qu'il fait, il a des chances d'obtenir le résultat attendu. Il ne sait pas le fond qu'il a fait. Un bon instituteur qui fait en sorte que son élève sache lire est incapable d'expliquer ce que c'est que l'émergence de la lecture dans l'esprit. D'ailleurs, c'est pas lui qui est en faute, personne ne sait le faire. On nous parle oui, mais si, c'est un truc, c'est parce que une partie du cerveau qui... Oui, d'accord, mais ça c'est... Oui, on peut le dire pour se rassurer. Enfin, il n'y a aucune théorie neurologique qui explique ce qui se passe dans un esprit quand cet esprit pense. On ne sait pas le faire. Hein. Si on projette sur un écran, là, un grand écran, on le met dans la pièce d'à côté, avec une lunette d'une caméra, là, on met dans la pièce à côté, et puis alors, avec une espèce de scanner très très performant, on projette les mécanismes de mon cerveau dans cette salle. Bon, déjà, alors vous êtes là, puis vous voyez mon cerveau. Enfin, mais de manière approfondie. Bon. Puis je fais la même chose, puis je suis à côté. Bon, déjà, ce ne serait pas la même chose, je serais toute seule. Je regarde un imbécile en racontant mon truc. Bon, enfin, admettons, enfin bon, je suis à côté, alors je fais le truc. Et alors on voit mon cerveau là, et vous regardez, et allez-y, vous prenez des notes. Voilà. Vous voyez un flux sanguin, puis alors on peut grossir, on verra des synapses avec des réactions. Mais personne ne verra ce que je dis. Personne. On ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. Non mais alors je vous parle, personne ne peut expliquer le cours de philosophie sur le corps que je fais cette année aux élèves de classe préparatoire à partir des mécanismes de mon cerveau. Hein. Personne ne sait le faire. Hein. Je ne dis pas que personne ne sait faire mon cours, encore que c'est mon cours. Hein. Mais personne ne sait expliquer comment il se fait que je fais ça à partir de tel ou tel mécanisme. Alors, qu'il y ait des mécanismes, on est d'accord. Si mon cerveau est détruit, je ne produis plus cette pensée qui est là. Donc ça, on est d'accord. Ça ne prouve pas que c'est là-dedans que ça se passe. Hein, personne ne nous dit ça. Hein. J'accroche une veste à un clou. Je retire le clou, la veste tombe. Bon, ben la veste, c'est pas le clou. Bon. Donc si ma pensée est à mon cerveau, ce que la veste est au clou, si on détruit mon cerveau, je ne penserai plus. On est d'accord. Mais ça ne prouvera pas que ma pensée, c'est mon cerveau. Ça ne prouve pas non plus le contraire. Hein. Je n'ai rien prouvé en disant ça. J'ai
poser un problème. C'est-à-dire que, ah oui, bon, alors ça résiste, quoi. Donc la pédagogie est un art, mais au sens artisanal du terme, au sens où je fais, mais je ne sais pas comment il se fait que faisant ce que je fais, je puisse obtenir le résultat attendu. Voilà, alors ça, nos ministres, ça, ils s'en relèvent pas de ce truc. Vous pouvez pas m'expliquer, parce que si je pouvais comprendre, à ce moment-là, on met en œuvre une procédure, on appuie sur les bons boutons, et hop, 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 on fait tourner la boutique, et on peut même d'ailleurs rendre les gens interchangeables, ce serait tellement bien. Il n'y a plus besoin de statut de la fonction publique, tous ces machins, l'utilité des lumières, les droits de l'homme. On peut pas avoir des trucs un peu techniques, on appuie sur des boutons, et hop, l'élève, ça y est, il sait, et hop, on passe à autre chose. Non, non. Les choses qui relèvent de l'art, au sens aristotélicien du terme, c'est des choses qu'on met en œuvre, qui produisent un résultat, mais sans qu'on sache le fond de l'affaire. Vous pensez bien qu'on n'a pas attendu l'invention de la physique moderne pour faire des ponts. Les Romains, ils savaient faire des ponts. Et ils savaient les faire, hein. Ils vous font des aqueducs ou des ponts qui tiennent encore debout. Et pourtant, ils ne connaissaient rien à la physique moderne. Hein. Comment ça se fait Ben, ça veut dire que l'art consiste à mettre en œuvre des procédés en vue d'obtenir un résultat jugé utile, mais ça signifie que l'artisan qui sait faire ça, qui sait faire, mais il ne sait pas comment il se fait, que faisant ce qu'il fait, il obtient le résultat attendu. Voilà, c'est ça l'art. Et c'est là que la révolution industrielle intervient. Parce que la révolution, elle a lieu pourquoi? Elle a lieu à cause de la science. C'est Galilée. Lorsque Galilée explique la nature géométriquement, il rend possible quelque chose qui est une maîtrise du donné qui n'est plus inconsciente de ses moyens. Et ça change tout. Et au passage, les cloches se mettent à sonner d'ailleurs en ce moment-là en disant « Seigneur, on a tout compris. » Ah oui, c'est... Ce qui change tout. Et Descartes, alors lui, tout de suite, il le voit. Hein, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Sous la plume de Descartes dans le discours de la méthode, il s'agit de ça, élaborer une science de la nature qui nous rendrait comme. Alors il ne faut pas oublier le comme, hein. Descartes, il sait bien qu'on n'est pas des dieux. C'est pas être maître et possesseur de la nature. Donc là, ce qu'on met au jour, c'est plus l'artisan ou l'artiste traditionnel, c'est l'ingénieur, celui qui met en œuvre des jugements universels, mais qui ne sont plus tirés de notions empiriques, qui sont tirés d'une science de la nature. Alors que l'artisanat s'oppose à la science pure, puisqu'elle fait, alors que la science pure contemple. Dans l'industrie, le savoir-faire suppose un savoir pur. Vous comprenez? Ça, c'est révolutionnaire. Avant, le savoir-faire s'opposait au savoir pur. À présent, le savoir-faire suppose, requiert un savoir pur. Donc, il y a quelque chose qui change d'un coup. Vous voyez, dans le rapport au réel, il y a quelque chose qui change complètement. D'un seul coup, les objets techniques deviennent l'incarnation de la science sous nos yeux. Il n'y a plus de subjectivité. La forme ne manifeste plus aucune subjectivité. Elle est standardisée. La standardisation des formes est rendue possible par l'application de la science. C'est quoi l'imprimante 3D? C'est la machine qui autoproduit la forme et qui n'a plus besoin d'aucune subjectivité. Il n'y a même plus Charlie Chaplin avec son... Il n'est même plus là. Parce que lui, il était mécanisé, mais il pouvait quand même un peu se révolter de temps en temps. Il pouvait dire j'en ai marre. L'imprimante 3D, c'est magnifique, parce que les termes, c'est ça que c'est dans son truc. Hein. Imprimante Gutenberg, alors donc, extraordinaire. Gutenberg, la première chose qu'il a fait, il a imprimé la Bible. Bon, alors l'imprimante 3D, elle va faire quoi? Elle va nous faire un dieu en 3D, elle va nous produire, oui, un peu l'homme-dieu. On va produire un être éternel qui sera voilà, vous voyez. Donc l'imprimante 3D, bah oui, mais ça produit sans conscience. Donc c'est à bord de l'art. Et Andy Warhol, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est sûr que dans le monde de l'industrie, l'art n'a plus sa place? Je vous propose de conclure pour ce soir en ces termes-là. Ce que nous avons vu apparaître là, c'est trois modalités de la production. La production de formes qui s'oppose au savoir pur dans le domaine de l'artisanat. La production de formes qui s'oppose au savoir pur au premier abord dans le domaine de la production artistique, puisque pour l'instant on ne distingue pas encore l'artisan et l'artiste. Et la production de formes qui suppose un savoir pur dans le monde industriel, ce qui au premier abord pourrait s'opposer à l'art véritable ou à la production artistique, mais ce qui en même temps ne va pas de soi. Nous devrons donc remettre à nouveau sur l'établi de notre ouvrage et reprendre la question de la nature de l'art et nous demander alors quel est le mode de rapport au réel auquel nous engage la forme produite par l'artiste. Quand je contemple la forme de l'artiste, qu'est-ce qui se produit dans mon rapport au réel? Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous remercie de votre attention. Merci.